On est là ce matin pour vous féliciter. Félicitations pour tout le travail, félicitations pour cette bonne symbiose. Grâce à vous, presque 100% de ce territoire est conquis. En tout cas, félicitations pour tout le travail abattu. Mais retenez que ceux qui ont pu échapper à votre furie, qui se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière, se prépareront certainement, puisque c'est une base arrière. Ils vont se préparer et essayer de revenir. Alors, je souhaite que vous fassiez corps avec les VDP que vous avez installés un peu partout, avec toutes les unités en position avancée, que vous puissiez continuer à intensifier les patrouilles de sorte que, lorsqu'il doit revenir, il n'y a qu'une seule chose qui l'attend, c'est la mort. Nous sommes à cette étape actuellement. C'est sans pitié, c'est sans répit. Dans toute lutte pour le pouvoir et la soumission, la clé pour espérer l'emporter est de savoir influencer son adversaire. Aujourd'hui, qu'on l'admet ou non, les trois chefs d'État de l'AES sont engagés dans une guerre stratégique contre Alassane Dramane Ouattara. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a souvent affirmé. Monsieur le Président, quels sont vos rapports avec le président Alassane Ouattara? Le rapport, c'est comme je l'ai dit, il y a un problème. On n'a pas de contact particulier. Donc, voilà, on regarde la situation. On suit. Cette bataille est avant tout une question de stratégie, mais elle repose aussi sur des vérités fondamentales. Si vous découvrez ma vidéo pour la première fois, sachez qu'ici nous explorons des sujets qui stimulent la réflexion et défient la connaissance. Si ce type de contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner. En dehors des soutiens inconditionnels du président ivoirien, beaucoup pensent que les chefs d'État de l'AES sont en train de prendre l'avantage dans ce duel. Je partage cet avis, bien que prudemment, car une situation apparemment calme peut se transformer en menace si elle est mal gérée. Concernant les différends entre les trois pays de l'AES et d'autres nations, ma position est claire. Je soutiens le Burkina, le Niger et le Mali, ainsi que tout autre pays confronté aux mêmes pressions. Mon soutien va d'abord au peuple, puis aux dirigeants qui s'engagent dans des actes concrets pour libérer l'Afrique des influences extérieures. Car c'est la vision que je partage avec de nombreux Africains conscients, quel que soit leur pays. Pourquoi peut-on affirmer que des leaders comme le général Tiani et le capitaine Ibrahim Traoré sont sur la bonne voie? Parce qu'ils dénoncent ouvertement les obstacles à leur progression, nommant ceux qui tentent de les freiner. C'est à vous, chefs, officiers militaires, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Ce n'est pas une surprise. Oui. Parce que ces autorités agissaient sous l'injonction de la France. Cette même France, je le dis et je le répète, qui finance le terrorisme au Sahel. Cette même France, tenez-vous bien, qui aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, oui, a déversé plusieurs milliards de francs CFA dans le lit du lac Tchad, entre les mains de Boko Haram, El Bakoura, de l'État islamique dans les provinces de l'Afrique de l'Ouest, aux ordres d'un certain Abou Moussa al-Barnawi, au niveau de Sokoto, au Nigeria, de Sokoto, Zamfara, Kebbi, à l'intérieur du Bénin, oui, et dans la région de Tamou, Torodi et un peu plus loin.
les milliards de dollars qui sont en possession de ces mouvements terroristes et de leurs sponsors locaux, bien sûr, dépassent tout ce que vous pouvez imaginer être disponible dans les réserves et de l'Afrique centrale, qui utilise le CFA bien sûr, et de l'Union monétaire ouest-africaine. Les terroristes possèdent suffisamment de financement puisque le CFA est fabriqué par la France. Et la France a le soutien de l'Union européenne de fabriquer autant de CFA qu'elle veut, tant que ce n'est pas les euros ou les dollars. Les CFA, quel est le pays africain qui fabrique les CFA? Qui a la planche à billets? C'est la France. Donc, c'est pour vous dire, le financement dont bénéficient ces mouvements terroristes est un changement majeur entre ce qui s'est passé au temps du régime déchu et ce qui se passe depuis le 26 juillet 2023. En plus du financement, il y a l'acquisition du matériel. L'acquisition du matériel, que ce soit également dans le lit du lac Tchad, que ce soit dans la région de Sokoto, que ce soit dans le nord Bénin, notamment dans le parc W, région de Porga, que ce soit dans la Pendjari, également, qui est une autre forêt, toujours à l'intérieur du Bénin, mais cette fois-ci frontalier avec le Togo. Tout à fait. Que ce soit ici, à l'intérieur de notre territoire nigérien, que ce soit à l'intérieur du territoire burkinabé. Et des gens sont désignés et sont les points focaux des terroristes qui assurent la formation des terroristes à l'international. Il y a des centres d'instruction des terroristes dans un pays de l'Afrique centrale. Il y a des centres d'instruction des terroristes au sein de W côté Bénin par les forces spéciales françaises qui sont à Porga. Vous marchez 315 degrés sur 2 km, tout au plus, vous tomberez sur leur position à partir de Porga, que ce soit dans le Pendjari. Et les autorités du Nigeria sont au courant. Je vois toute une tempête dans un verre d'eau, mais il faut plutôt reconnaître nos erreurs et éviter de jouer au jeu de l'Autriche qui se cache la tête quand elle voit le danger, en oubliant que la tête n'est que le 1/100 de son corps. Tout à fait. Au Nigeria, je le dis pour que ça ne donne sujet à aucune interprétation possible, Ahmed Aboubakar Roufaï, qui était le responsable de leur DGDSE qu'ils ont appelé National Intelligence Agency, et qui a été remplacé récemment en août, était le point focal pour la formation, l'acquisition, le financement du terrorisme, l'acquisition du matériel. Au Bénin, le ministre de l'Intérieur, il n'a qu'à répondre à la question en fin septembre. D'accord. La commande de plus de 100 drones qu'ils ont lancés à travers un autre national, plus de 100 drones en Chine, les types DJ, Matrix, T-Mal, zoom 1200 à 1500 mètres, portée 15 à 30 km, selon le signal. Il n'a qu'à répondre où sont ces matériels, ce n'est pas au profit. Et c'est des matériels, des drones option militaire avec vision nocturne. Ce matériel a été distribué à des terroristes qui sont dans le Sokoto, le Zamfara, le Kébi, des terroristes qui sont dans le W en collaboration avec les forces spéciales françaises, des terroristes qui sont dans notre zone du Gourma. Et certainement au Burkina et plus loin
au Mali. Puisque nous avons suivi la répartition et ces individus n'ont qu'à répondre à leur peuple de la destination de ce matériel commandé que nous sommes prêts à prouver si besoin est. Mais je vous ai cité leur nom pour que personne ne pense que ce que nous disons, c'est juste pour nous dérober de nos responsabilités. Nous ne sommes pas habitués à nous dérober de nos responsabilités. Nous allons assumer nos responsabilités. Cette transparence influence non seulement les adversaires, mais éclaire aussi les observateurs sur qui joue un rôle oppressif et qui mène la lutte pour l'émancipation. Lorsqu'un adversaire expose les irrégularités de l'autre, cela suscite la méfiance et concentre l'attention sur celui mis en cause. Ce qui renforce les accusations des chefs de l'AES contre Alassane Dramane Ouattara, c'est notamment sa proximité envers la France et l'attitude adoptée par la CEDEAO envers ces pays. Alassane Dramane Ouattara est perçu comme un soutien direct aux mesures hostiles envisagées contre le Niger, ce qui alimente les tensions. Bien que les États de l'AES restent résilients, ils doivent être vigilants. Des leaders comme Alassane Ouattara sont imprévisibles et maîtrisent les subtilités de la diplomatie. En témoignent ces récentes manœuvres, comme laisser son chef d'état-major général des armées répondre directement aux accusations du général Abdourahmane Tiani. Certains estiment que Lansana Doumbouya aurait dû répondre à ces propos. Mais cette approche semble refléter une posture où Alassane Ouattara se perçoit comme au-dessus des chefs d'État de l'AES. Pourtant, cette perception est discutable. Un président, aussi habile soit-il politiquement, qui ne respecte pas les aspirations des ancêtres africains pour une Afrique libre et souveraine, ne vaut pas mieux qu'un président moins compétent, mais engagé dans cette noble cause. Pensez-vous comme moi que les chefs d'État de l'AES sont en train de réussir leur pari? Aimez cette vidéo, partagez-la et laissez vos avis en commentaire. Juste après, vous n'avez pas eu l'occasion de discuter avec le président Alassane Ouattara? Au début, on a échangé un peu au téléphone. Il m'a envoyé des émissaires même, il faut le reconnaître. On a discuté, on espérait que les choses aillent dans le bon sens. Mais peut-être qu'on n'a pas accédé à certaines choses, je ne sais pas. Mais nous ne pouvons pas nous mettre dans une certaine moule. Voilà, nous sommes venus avec une vision, un objectif, et nous avons une mission. Donc, tant qu'on sera dans notre moule, on sait qu'on aura des difficultés avec certains. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Sinon, il y avait le contact, mais ça s'est rompu. Et avec les gens qui ont commencé à partir là-bas, ceux qu'on recherche, il n'y a pas eu de coopération. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'on observe. Aujourd'hui, il y a eu des incidents à la frontière avec la Côte d'Ivoire. On parle donc de soldats burkinabés qui sont détenus par la partie ivoirienne et vice-versa. Alors, quelle est la situation sur ce plan? C'est vrai, quelques incidents mineurs. Ça, ce n'est pas un problème pour nous. Retenez que nous sommes en guerre. Donc ça, ce n'est pas des incidents à nos yeux. Vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai dit, mais nous sommes en guerre. Et nous sommes préparés à tout. Donc ça, ce n'est pas des incidents. C'est mineur. Vous confirmez qu'il y a des soldats qui sont détenus de part et d'autre? Oui, la dernière fois, pendant l'opération, il y a un soldat et puis un VDP que les forces ivoiriennes ont appréhendé. Et on mené chez eux à Abidjan là-bas. Avant ça, il y a 2 gendarmes aussi ivoiriens qui avaient fait incursion. Mais il y a eu plusieurs incursions. Je pense que la dernière fois à la rencontre, ils les ont amenés, les fiches avec tous les noms. Il y a eu plus d'une vingtaine de fois où les forces ivoiriennes sont rentrées sur le territoire. Mais bon, on n'a jamais pris garde. Mais les 2, c'était un cas particulier. Voilà pourquoi on avait pris, pour question de renseignement. Et donc, ils ont aussi, pendant l'opération de 15e bataille, 2 soldats sont allés pour payer de la cigarette, je crois, dans un village curieusement habité, à 2 km de la frontière. Et les forces ivoiriennes les ont pris. Mais je suis curieux de voir qu'ils étaient présents, ils ont pu appréhender les 2 soldats et que tous ces terroristes qui sont rentrés, ils n'ont pas réagi. Donc, c'est un incident isolé. Nous, on continue le combat.